Dans un petit village de la campagne française, une question résonnait dans l'esprit de Suzanne Rousseau. Qui suis-je vraiment, si ce n'est l'ombre de mon passé? À 82 ans, Suzanne vivait dans une maison modeste, entourée de souvenirs d'une vie riche en aventures. Mais depuis la mort de son mari, elle se sentait souvent invisible, comme si elle était devenue un vestige d'une époque révolue. Chaque matin, elle enfilait l'une de ses robes anciennes, des pièces qui avaient autrefois été pleines de couleurs et de vie, mais qui, aujourd'hui, semblaient plus ternes et usées. Ses petits-enfants, venus la visiter un week-end, n'avaient pas pu dissimuler leur gêne face à son apparence. « Mamie, pourquoi tu t'habilles comme une clocharde ?» demanda l'un d'eux, un regard de désapprobation sur le visage. « Tu pourrais au moins faire un effort », ajouta une autre voix, plus douce mais tout aussi tranchante. Ses paroles étaient des coups de poignard, lui rappelant que le monde avait changé autour d'elle. Suzanne sourit en silence, comme elle avait toujours fait, portant sa dignité comme une armure. Mais au fond de son cœur, elle ressentait une douleur sourde, une humiliation qui la rongeait. Elle aurait voulu leur expliquer que ces robes étaient bien plus que de simples vêtements. Elles étaient des témoins de son histoire, de son engagement en tant que médecin volontaire dans des zones de guerre, là où elle avait offert son temps et son cœur pour sauver des vies. Le lendemain matin, alors que la rosée du matin perlait encore sur les feuilles, un coup frappé à la porte brisa le silence de sa solitude. Un chauffeur élégant, en costume sombre, se tenait devant elle. Il lui annonça que Madame Suzanne Rousseau était honorée par une fondation internationale pour son travail héroïque dans des contextes de crise. La nouvelle lui parut presque surréaliste. Un somptueux véhicule attendait à l'extérieur et, alors que les journalistes et les photographes affluaient, ses petits-enfants, abasourdis, observaient la scène, la bouche ouverte. Suzanne, toujours vêtue de sa robe usée, se tenait là avec un sourire empreint de sérénité. Leurs yeux s'écarquillèrent alors qu'ils commençaient à réaliser que leur grand-mère n'était pas celle qu'ils avaient cru connaître. Elle n'était pas seulement une vieille femme qui vivait dans le passé, elle était une héroïne, une pionnière qui avait bravé des tempêtes pour défendre des vies. Ce choc émotionnel marqua un tournant, non seulement pour elle, mais aussi pour eux, qui avaient sous-estimé la profondeur de sa vie. Le contraste entre la perception qu'avaient ses petits-enfants et la réalité de son existence ne pouvait être plus frappant. Dans un monde où l'apparence prenait souvent le pas sur la substance, Suzanne représentait un défi à cette norme. Elle avait sacrifié son confort pour suivre ses rêves, se battant contre les injustices qu'elle avait rencontrées tout au long de sa carrière. Mais maintenant, face à son propre reflet dans les yeux de ses petits-enfants, elle devait composer avec des sentiments de tristesse et de fierté, de déception et d'espoir. La maison de Suzanne, bien que modeste, regorgeait des échos de sa bravoure. Chaque meuble était chargé de souvenirs. Chaque photo sur les murs racontait une histoire de compassion et de courage. Mais la réalité de son quotidien était bien plus complexe. Le village où elle vivait, bien que pittoresque, était souvent hostile au changement et à l'innovation. Les mentalités étaient figées et les jugements étaient rapides. Dans ce contexte, Suzanne devait naviguer à travers les difficultés d'une société qui valorisait l'apparence et la conformité à la tradition. Elle se retrouvait à lutter non seulement pour sa dignité, mais aussi pour faire comprendre aux autres que les vérités profondes de la vie ne se mesurent pas à un simple regard. Le conflit principal résidait dans cette dichotomie entre son passé héroïque et son présent ignoré. Comment pouvait-elle faire comprendre à sa propre famille que l'honneur et la valeur d'une vie ne se mesurent pas à l'éclat des vêtements que l'on porte? Alors que la reconnaissance qu'elle recevait ravivait une flamme en elle, elle se sentait tiraillée entre le besoin d'être aimée pour ce qu'elle était et l'angoisse d'être jugée pour son apparence. Cette lutte intérieure devenait de plus en plus pesante et elle devait trouver un moyen de réconcilier ses souvenirs glorieux avec la réalité actuelle. Au fil des jours, alors que les médias s'intéressaient de plus en plus à son histoire, Suzanne réalisa que ce pourrait être l'occasion de transformer non seulement la perception que sa famille avait d'elle, mais aussi celle du monde. Elle avait la possibilité de montrer à ses petits-enfants que la grandeur réside dans les actes et non dans les vêtements. C'était une chance de les éduquer sur la beauté du cœur humain, sur l'importance de l'empathie et de la solidarité,
et sur la résilience face à l'adversité. Ainsi, alors qu'elle se préparait à accepter son prix avec dignité, la question qui l'habitait était plus que jamais pertinente. Comment faire briller sa lumière intérieure dans un monde qui semblait souvent ne voir que l'extérieur? Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais Suzanne savait que son histoire, bien que parsemée de douleurs et de luttes, pouvait aussi être une source d'inspiration. Elle se tenait prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie, déterminée à prouver que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements, mais à la richesse de son âme. Je me tenais là, au milieu des flashs des caméras, entouré de journalistes qui posaient des questions sur mon passé, sur mes actions, sur ma vie. Je sentais le poids de leurs regards, mais derrière cette lumière, je voyais aussi l'ombre de mes doutes. Est-ce que mon passé pouvait vraiment briller plus fort que mon apparence actuelle? Mes petits-enfants, avec leurs visages ébahis, représentaient à la fois une source de fierté et une immense pression. Ils avaient découvert une facette de moi qu'ils ne soupçonnaient pas, mais la peur de décevoir leur image de la grand-mère parfaite me paralysait. Les jours suivants, alors que je recevais ce prix, j'ai essayé de partager mon histoire, de montrer combien chaque robe usée était un chapitre de ma vie. Mais à chaque tentative, je sentais un mur se dresser entre moi et eux. Mon fils, Paul, semblait particulièrement gêné par la situation. Il avait toujours voulu que sa mère soit respectée et admirée, et je voyais dans ses yeux une lutte intérieure. Peut-être était-il en colère contre moi pour avoir laissé cette partie de ma vie dans l'ombre, ou pour avoir choisi de vivre dans ce vieux village plutôt que de me rapprocher de ma famille. Un soir, après une journée où j'avais encore donné des interviews, Paul est venu me voir, l'air plus grave que d'habitude. « Maman, je crois que tu devrais envisager de déménager à Paris, » dit-il, les mots pesants comme des pierres. « Ici, dans ce village, ils ne te comprennent pas. Tu pourrais vivre dans un endroit où tes réalisations seraient reconnues à leur juste valeur. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Déménager? L'idée m'était insupportable. Ce village, bien que parfois hostile, était le seul endroit où j'avais pu être moi-même, où chaque coin de rue me rappelait des souvenirs d'une vie pleine de lutte et de joie. Mais je voyais aussi la vérité dans ses yeux. Ma présence ici n'était peut-être pas tant une force qu'un fardeau pour ma famille. Les visites de mes petits-enfants devinrent plus rares. Ils étaient occupés, pris par leur propre vie, et je commençais à me sentir vraiment seul. La gloire qui avait entouré ma reconnaissance s'estompa lentement, laissant place à un silence pesant. C'est alors qu'une nouvelle voisine, Élodie, emménagea dans la maison voisine. Elle était jeune, dynamique, et semblait apprécier la vie à sa façon. Un jour, elle frappa à ma porte, une bouteille de vin à la main. « Bonjour, je suis Élodie, votre nouvelle voisine. Je voulais juste me présenter et vous inviter à prendre un verre. » Je l'ai accueillie avec un sourire, intrigué par sa vivacité. Au fil des semaines, notre amitié s'est développée. Élodie était fascinée par mes histoires de voyage et de médecine, et elle m'encourageait à les partager. Avec elle, je ressentais une liberté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Elle était un souffle d'air frais dans ma vie, mais il y avait aussi une part de moi qui se demandait si je pouvais vraiment l'ouvrir sur mes peurs et mes doutes. Cependant, l'ombre de mes insécurités restait. Lors d'une soirée, alors que nous discutions de mes souvenirs d'hôpitaux de guerre, je l'ai vue se frotter les mains, comme si elle cherchait à se distancier de mes récits. « C'est incroyable tout ce que vous avez fait, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ces expériences vous hantent, » dit-elle avec une honnêteté désarmante. Ces mots me firent résonner une vérité que je préférais ignorer. Oui, ces souvenirs avaient laissé des cicatrices. J'avais vu la souffrance humaine dans toute sa cruauté et, parfois, je me réveillais en pleine nuit, le cœur battant, le visage de ceux que je n'avais pas pu sauver ancré dans ma mémoire. Élodie avait raison. Je vivais dans une lutte constante entre la fierté de mes réalisations et la douleur des pertes. Les pressions auprès de ma famille continuaient de se renforcer. Paul et ma belle-fille, Claire, avaient commencé à me faire des remarques sur mon apparence, sur la nécessité de me moderniser. Ils voulaient que je fasse un effort pour m'intégrer dans leur monde, un monde qui ne comprenait pas mes choix. Un jour, alors que je portais l'une de mes robes anciennes, Claire s'est tournée vers moi, les sourcils froncés. « Mamie, c'est bien de vouloir être authentique, mais tu n'es pas une vieille femme dans un film d'époque. Tu devrais penser à ta santé et à ta réputation. » J'ai senti une vague de colère monter en moi,
mêlée à la tristesse. Pourquoi ne pouvait-il pas voir au-delà de mes vêtements? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre que chaque pièce que je portais était une proclamation de ma vie, de mes luttes, de mes victoires? Mais au fond, je commençais à comprendre que cette colère n'était qu'un écran, une défense contre la peur d'être incomprise. L'apogée de cette tension est survenue lors d'un dîner de famille où mes petits-enfants, encouragés par leurs parents, avaient décidé de faire un relooking surprise. Armés de vêtements à la mode, ils m'ont poussé à essayer des tenues qui, selon eux, me feraient paraître plus jeune et plus dynamique. Malheureusement, cela ne fit qu'accentuer mon sentiment de trahison. Était-ce cela, le respect et l'amour que je méritais? Me changer pour correspondre à leur vision du monde. En tentant de sourire, je me suis retrouvé face à un miroir, horrifié par ce que je voyais. Les vêtements ne faisaient qu'accentuer ce que je redoutais, l'écart entre mon passé héroïque et cette image de moi que je ne pouvais supporter. La lutte entre mon identité et les attentes de ma famille s'est intensifiée, me laissant désemparé et vulnérable. La soirée s'est terminée dans un silence pesant, chacun retournant à ses pensées. Et moi, je me suis enfermé dans ma chambre, un torrent d'émotions m'assourdissant. Je devais faire face à cette réalité. J'étais à un carrefour. Mon passé pouvait-il vraiment m'aider à avancer dans ce monde qui semblait si éloigné de mes valeurs? Plus je réfléchissais, plus je me sentais tiraillé entre deux mondes, entre deux versions de moi-même. Je savais que je devais trouver un moyen de rassembler ces morceaux éparpillés de mon identité. Avec l'aide d'Élodie, j'avais commencé à envisager de raconter mes histoires, non pas pour prouver ma valeur, mais pour encourager d'autres à voir derrière les apparences. Peut-être qu'en partageant mes luttes, je pourrais créer un pont entre mon passé et mon présent. Un pont qui pourrait aussi relier ma famille à la femme que j'avais été et à celle que je voulais être. Mais le chemin serait semé d'obstacles. Je devais affronter non seulement mes propres peurs, mais aussi les jugements d'une société qui ne valorisait que ce qui était visible. La lutte pour ma dignité et mon identité ne faisait que commencer, et je me demandais si j'étais prête à me battre une fois de plus pour ce qui comptait vraiment. Je me tenais là, perdu dans mes pensées, lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement. C'était Paul, son visage marqué par l'inquiétude. Visiblement, l'angoisse qui l'habitait n'était pas passée inaperçue. « Maman, on doit parler », dit-il, la voix serrée. « Je sais que tu traverses une période difficile, mais je crois que tu dois vraiment envisager de t'ouvrir à d'autres options. Élodie, ta nouvelle amie, elle ne vient pas de notre monde. Les gens vont commencer à parler. » Ces mots m'ont heurté comme un coup de poing. Pourquoi ces préoccupations sur l'opinion des autres pesaient-elles si lourd dans ma vie? Élodie était devenue un soutien précieux, et je commençais à m'apercevoir que notre amitié me permettait d'explorer des facettes de moi-même que j'avais longtemps ignorées. Mais la peur de Paul, sa volonté de protéger notre réputation, me rappelait à quel point ma vie était devenue une chose à juger. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Paul, Élodie est une amie. Elle m'aide à voir les choses sous un autre angle, à me libérer de mes chaînes. Pourquoi devrais-je m'excuser d'avoir une amie qui ne partage pas notre passé? Mais il ne voulait pas entendre. Il s'est contenté de secouer la tête, l'air désespéré. J'ai senti un poids se poser sur ma poitrine, comme si chaque mot que je disais creusait un fossé entre nous. La tension était palpable, et je savais que cela ne ferait qu'empirer si je ne trouvais pas un moyen de lui prouver que ma vie ne se résumait pas au jugement des autres. Les jours passèrent, et je m'enfonçais dans une routine d'angoisse croissante. Élodie continuait à m'encourager à partager mon histoire à travers un blog. Mais chaque fois que je m'assoyais devant l'écran, je ressentais une peur paralysante. Qu'est-ce que cela allait apporter? Mes mots seraient-ils accueillis ou rejetés? Un matin, alors que je buvais mon café, une notification sur mon téléphone attira mon attention. Un article sur moi venait d'être publié, et pas dans le sens que j'avais espéré. Les commentaires étaient durs, pleins de critiques sur mon passé, sur mes choix de vie, sur ma prétendue arrogance à vouloir être reconnu. Je suis resté figé, le cœur battant, me demandant comment j'avais pu me raconter en ces termes. Loin de la fierté que j'espérais, je me sentais piégé dans l'image que mon passé avait dessinée pour moi. Les mots des journalistes, mes propres doutes, tout s'accumulait comme une tempête dans mon esprit. Je dus faire face à une réalité déstabilisante. L'attente d'une reconnaissance s'accompagnait d'une vigilance à chaque instant,
et j'étais désormais en guerre contre une image que je ne voulais pas incarner. Élodie, avec sa franchise et son énergie, devint mon refuge. Mais même cette amitié commença à être mise à l'épreuve. Lors d'une rencontre, alors que nous parlions de mes projets d'écriture, elle m'a lancé « Je comprends que c'est difficile, mais tu dois être prête à affronter les critiques, à te dévoiler. S'il te plaît, ne te cache pas derrière des murs. » Ces mots résonnèrent en moi. Je savais qu'elle avait raison, mais l'idée d'exposer ma vulnérabilité me terrifiait. J'étais tiraillé entre l'envie de partager mon histoire et la peur des conséquences. Je commençais à me demander si je n'étais pas en train de me perdre, à essayer d'être celle que les autres voulaient que je sois. À cette époque, Claire, ma belle-fille, devint plus insistante, comme si elle avait décidé de prendre les choses en main. Elle organisa une réunion de famille, persuadée qu'une discussion franche pourrait apaiser les tensions. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que cela ne ferait qu'exacerber le fossé déjà creusé entre nous. Le soir de la réunion, je me suis assise à la table, le cœur lourd. Les visages de ma famille étaient fermés, et je savais que chacun d'eux avait ses propres attentes. Claire prit la parole, et je sentis que la tempête se préparait. « Nous sommes ici pour t'aider, mamie. Nous voulons juste que tu sois heureuse et en bonne santé. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu fais peut avoir des conséquences sur notre image de famille. » Je me suis figé. C'était comme une flèche tirée droit au cœur. Comment ma quête de vérité pouvait-elle nuire à leur image? Mon passé, mes luttes, mes victoires, tout cela avait été le fondement de qui j'étais. Mais dans leur regard, je voyais une inquiétude qui me paralysait. Les discussions devinrent rapidement une joute verbale, chacun essayant de me convaincre de changer, de m'adapter. J'étais devenu le centre d'un débat où j'avais perdu la voix. À ce moment-là, je compris que j'étais en train de me perdre dans ce combat pour être accepté. Puis, alors que je pensais que tout était perdu, un événement inattendu survint. Élodie, avec son enthousiasme contagieux, me proposa de participer à un atelier d'écriture dans une ville voisine. Cela semblait être une échappatoire. Je pouvais m'évader, retrouver mon essence, et peut-être même partager mon histoire sans jugement. J'ai décidé de sauter le pas, d'embrasser cette nouvelle aventure, même si cela signifiait m'éloigner de ma famille. En prenant cette décision, je ressentis une vague de soulagement, mais aussi une profonde tristesse. Était-ce vraiment la solution? Dans les jours qui suivirent, je m'immergeais dans l'écriture, mais chaque phrase était une bataille. Je me débattais entre mon désir de vérité et la peur du jugement. Élodie, à mes côtés, me poussait à aller plus loin, à me libérer de mes chaînes. Mais je savais que, pour chaque mot que j'écrivais, je devais aussi faire face à la douleur de ce que j'avais perdu. La connexion avec ma famille, l'approbation de mes proches. J'étais à un tournant, un moment où je devais choisir entre l'acceptation de l'autre et l'acceptation de moi-même. Mon cœur battait fort à l'idée de voir ce que j'allais révéler, non seulement à ceux qui me lisaient, mais aussi à moi-même. Le défi ne serait pas seulement de partager mon passé, mais d'accepter que chaque chapitre de ma vie, même le plus douloureux, faisait de moi la femme que j'étais. Alors que je m'apprêtais à écrire ces mots, je savais que j'étais sur le point de franchir une étape décisive, car au-delà des jugements et des attentes, se cachait une vérité que j'étais prête à dévoiler, celle d'une femme qui, malgré ses cicatrices, refusait de disparaître dans l'ombre. J'étais assise là, les doigts suspendus au-dessus de mon clavier, lorsque le monde autour de moi a commencé à s'effondrer. L'atelier d'écriture, qui avait semblé être une lumière au bout du tunnel, s'est soudain transformé en un véritable cauchemar. Alors que j'écoutais les autres partager leurs histoires, j'ai réalisé que j'étais incapable de prononcer un mot. Mon cœur battait à tout rompre, et la peur m'étreignait. Je n'étais pas seulement paralysé par l'angoisse de me dévoiler, l'attente des autres, le jugement, l'opinion de ma famille, tout cela pesait lourdement sur mes épaules. Puis, au moment où je pensais que je n'arriverais jamais à surmonter cette peur, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'une des participantes, une femme nommée Clara, a commencé à raconter son histoire. Elle parlait d'un passé tumultueux, de luttes qui avaient presque eu raison d'elle. Sa voix tremblait, mais son regard était déterminé. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait en moi, comme une mélodie que je n'avais jamais entendue, mais qui semblait familière. Alors qu'elle partageait ses cicatrices, je me suis senti submergé par une vague d'empathie. Les larmes me sont montées aux yeux,
Et j'ai réalisé que j'avais gardé tant de choses enfouies en moi, des vérités que je n'avais jamais osé exprimer. C'était comme si chaque mot de Clara était une clé, ouvrant des portes que je pensais verrouiller à jamais. Soudain, un éclair de lucidité a frappé mon esprit. Pourquoi avais-je si peur de parler? Pourquoi avais-je laissé la voix de ma famille étouffer la mienne? J'ai compris que ce n'était pas seulement ma propre histoire qui était en jeu, mais celle de toutes les femmes qui avaient été réduites au silence, qui avaient été jugées pour leur choix. Dans ce moment de clarté, je me suis levé, le cœur battant la chamade, et j'ai décidé de me libérer de mes chaînes. Je veux partager quelque chose, ai-je enfin osé dire, ma voix tremblante mais ferme. J'ai besoin de parler de mon histoire, même si elle est imparfaite. Les regards se sont tournés vers moi et j'ai senti une énergie nouvelle circuler dans la pièce. J'ai commencé à raconter, avec hésitation au début, puis avec plus de force, la lutte que j'avais vécue, la douleur et la joie, les pertes et les victoires. Chaque mot prononcé me rapprochait de moi-même. Chaque phrase me libérait un peu plus du poids des attentes des autres. À mesure que je parlais, je voyais les visages des participants s'illuminer. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres souriaient avec compréhension. C'était comme si, en me dévoilant, j'avais aussi donné aux autres la permission de faire de même. L'atmosphère était chargée d'émotions, et je me suis rendu compte que j'étais entouré de personnes qui, comme moi, avaient des histoires à raconter, des luttes à partager. Lorsque j'ai terminé, un silence s'est installé, suivi d'une vague d'applaudissements. Je me sentais à la fois vulnérable et invincible. C'était une expérience cathartique, une renaissance. Je n'étais plus cette femme cachée, derrière les jugements et les attentes, mais une personne pleine de vie, prête à embrasser sa vérité. Mais alors que je savourais ce moment, une pensée m'a traversé l'esprit. Comment ma famille allait-elle réagir à cela? J'avais ouvert une porte, et je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les mots que j'avais partagés allaient inévitablement avoir des conséquences. J'étais consciente que cela pourrait créer un conflit encore plus grand avec Paul et les autres, mais j'étais prête à l'affronter. Cette soirée a marqué un tournant décisif. J'étais plus déterminée que jamais à poursuivre mon rêve d'écriture, à partager ma vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Élodie, en entendant mon récit, m'a encouragé à publier un article sur notre blog commun. J'ai accepté, le cœur battant, conscient que cela représenterait une nouvelle étape dans mon cheminement. À mon retour chez moi, j'ai écrit sans relâche, mettant sur papier toutes mes pensées, mes peurs, mes espoirs. Les mots coulaient comme un torrent, libérant une créativité que je ne savais même pas que j'avais. Je me sentais enfin libre. Mais alors que je cliquais sur « Publier », un frisson d'angoisse a parcouru mon corps. J'étais prête à faire face à la réaction de ma famille, mais je savais que cela ne serait pas facile. Le lendemain, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les messages affluaient, certains de soutien, d'autres de rejet. Paul en particulier était furieux. Sa voix, habituellement si douce, résonnait avec une colère que je n'avais jamais vue auparavant. « Comment as-tu pu faire ça? Tu as exposé notre famille au jugement. » Chaque mot qu'il prononçait était comme une flèche, me frappant en plein cœur. Mais au lieu de me laisser abattre, j'ai choisi de rester ferme. J'ai essayé de lui expliquer que mon besoin de raconter ma vérité ne remettait pas en question notre lien familial. Au contraire, cela faisait partie de ce que j'étais, de ma quête d'authenticité. Dans les jours qui suivirent, je me suis confronté à un véritable tsunami d'émotions. La peur, la tristesse, mais aussi une nouvelle forme de détermination. Chaque critique, chaque rejet ne faisait que renforcer ma volonté de continuer. J'avais enfin compris que le véritable courage résidait non seulement dans la volonté de partager sa vérité, mais aussi dans l'acceptation des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. La situation avec Paul et ma famille était devenue tendue, mais je savais que j'avais fait le choix juste. J'étais prête à me battre pour ma voix, pour mon histoire. En prenant cette décision, j'ai non seulement changé ma perspective, mais j'ai aussi ouvert la porte à de nouvelles opportunités. J'avais compris que ma véritable force venait de ma vulnérabilité, de ma capacité à me tenir debout malgré les tempêtes. Alors que je me tenais là, les mots fusionnant dans mon esprit, je savais que le chemin serait parsemé d'obstacles, mais je me sentais prête à les affronter, car au-delà des jugements, des attentes, se trouvait une femme résiliente, déterminée à prendre sa place dans le monde.
Le jour où notre famille devait se retrouver pour le dîner, je savais que c'était le moment de vérité. Les messages de Paul avaient été de plus en plus agressifs, pleins de reproches et de déceptions. Je pouvais sentir la tension palpable dans l'air, et chaque battement de mon cœur résonnait comme un tambour qui annonçait l'affrontement inévitable. Je me tenais devant le miroir, essayant d'apaiser mon esprit en me répétant que j'avais fait le bon choix. Mais l'angoisse me nouait l'estomac. Lorsque je suis arrivé chez mes parents, l'ambiance était glaciale. Mes frères et sœurs, habituellement rieurs et pleins de vie, se tenaient à l'écart, leur visage marqué par l'inquiétude. Paul était déjà là, assis à la table, les bras croisés, l'air fermé. Je savais qu'il avait discuté avec ma mère, que leur conversation avait dû être difficile. Avant même que je ne prenne place, je pouvais sentir les reproches prêts à jaillir. « Alors, tu as décidé de revenir sur ta décision, non ?» a-t-il lancé, sa voix tranchante comme une lame. « Tu ne peux pas juste balancer nos secrets au monde entier et t'attendre à ce que tout le monde soit d'accord. » Je me suis senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ce n'était pas seulement une question de mes mots, mais de notre histoire familiale, de notre image. Mais je savais, dans mon cœur, que je ne pouvais plus reculer. J'avais déjà fait un pas en avant, et il n'y avait pas de retour possible. « Non, Paul, je ne vais pas revenir sur ma décision », ai-je répondu, ma voix tremblante mais résolue. « J'ai besoin de vivre ma vérité, même si cela te dérange. Ce n'est pas juste une histoire pour moi, c'est ma vie. » Il a éclaté de rire, un rire amer qui m'a blessé. « Ta vie? Tu penses que c'est juste ta vie? Tu ne penses pas aux conséquences pour nous tous? Tu as mis notre famille en danger, et pourquoi? Pour te sentir mieux dans ta peau? » À ce moment, j'ai réalisé que je me tenais face à mon plus grand défi, l'acceptation de ma vérité, peu importe le prix. J'avais appris au fil de mon atelier d'écriture que la peur ne devrait pas gouverner ma vie. Mes mots avaient le pouvoir d'inspirer, de guérir, mais aussi de blesser. Je savais que je ne pouvais plus laisser la peur dicter mes choix. « Je comprends que tu sois en colère », ai-je commencé, ma voix plus forte maintenant. Mais je n'ai pas écrit pour blesser qui que ce soit. J'ai écrit pour me libérer, pour donner une voix à ceux qui se sentent invisibles. Je ne peux pas vivre dans l'ombre juste pour préserver une illusion. Ma mère est intervenue, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Mais, ma chérie, tu sais combien cela peut être difficile pour nous. Nous avons toujours été unis, et là, tu mets tout ça en péril. Peut-être qu'il est temps de redéfinir ce que signifie être unis, ai-je répondu, sentant une force nouvelle émaner de moi. Je préfère être seule et vraie que de faire semblant d'être heureuse en restant silencieuse. Je ne peux plus vivre cette vie. Le silence s'est installé, lourd et pesant. Mes mots flottaient dans l'air et je pouvais voir l'impact qu'ils avaient sur chacun de mes proches. Mes frères avaient baissé les yeux, évitant le regard de Paul qui semblait en proie à une lutte intérieure. Je pouvais voir son visage changer, sa colère se mêlant à la confusion. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» a-t-il finalement demandé, sa voix plus calme, mais toujours chargée d'émotion. « J'attends que vous acceptiez qui je suis, que vous compreniez que ma voix compte. Je veux que vous sachiez que je ne fais pas cela pour vous blesser, mais pour me retrouver, pour nous tous. » À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais pas contrôler les réactions de ma famille. Mais j'avais le pouvoir de défendre ma vérité. J'ai décidé de me concentrer sur ce qui comptait vraiment, notre lien, même s'il était mis à l'épreuve. « Je ne vous demande pas d'approuver mes choix, » ai-je expliqué, ma voix se radoucissant. « Mais je veux que vous sachiez que je suis prête à affronter les conséquences, même si cela signifie devoir me battre pour être acceptée. J'espère que vous pourrez voir ma vulnérabilité comme une force, plutôt que comme une faiblesse. » Il a fallu quelques instants avant qu'un silence ému ne s'installe, puis, lentement, j'ai vu Paul relâcher son armure. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une compréhension fragile. Je ne sais pas si je comprends totalement, mais je veux essayer, a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Je veux essayer de comprendre qui tu es vraiment. Ce moment m'a semblé infini, comme si le temps s'était arrêté. La tension dans la pièce s'est dissipée, et un sentiment de paix a commencé à s'installer. J'avais affronté mon plus grand défi, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé pour qui j'étais. Les larmes me sont montées aux yeux, et j'ai su que j'avais fait un pas crucial vers la guérison, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Nous avions tous des cicatrices, des histoires à raconter,
et j'espérais que ce serait le début d'une nouvelle dynamique, d'une compréhension plus profonde. Alors que je quitterais la maison ce soir-là, je me sentais plus forte que jamais. J'avais non seulement confronté mes peurs, mais j'avais aussi ouvert la porte à un dialogue essentiel. Je savais que le chemin serait encore long, que des défis m'attendaient, mais j'étais prête à les affronter. Ma voix était enfin entendue, et cela marquait le début d'un nouveau chapitre. Le lendemain matin, après cette rencontre qui avait été un tournant dans ma vie, je me suis réveillé avec une clarté nouvelle. Les mots que j'avais prononcés la veille résonnaient encore dans ma tête. J'avais ouvert la porte à un dialogue, non seulement avec ma famille, mais aussi avec moi-même. Je savais que je venais de franchir un cap important, mais je n'avais aucune idée des conséquences que cela allait engendrer. Au cours des jours qui ont suivi, l'atmosphère familiale a commencé lentement à changer. Mes frères et sœurs, d'abord hésitants, ont commencé à aborder le sujet de ma décision. Ils ont partagé leurs propres craintes et leurs doutes, mais aussi un désir de mieux comprendre. Chaque conversation était un petit pas vers une acceptation mutuelle. J'ai senti que mes mots avaient ouvert une brèche, une possibilité d'échange et de compréhension dans notre dynamique familiale. Paul, en particulier, a été un révélateur. Sa colère initiale s'est transformée en une sorte de curiosité. Il m'a posé des questions sur le processus d'écriture, sur mes motivations, et j'ai réalisé à quel point il était important d'avoir cet espace pour exprimer mes émotions. Nous avons commencé à échanger des idées, à partager des articles et des livres qui abordaient des thèmes similaires. Cela a été un soulagement de voir que, malgré la douleur de mes choix, il y avait une ouverture à la discussion. La transformation ne s'est pas limitée à ma famille. Mes amis ont également été touchés par cette nouvelle dynamique. Beaucoup d'entre eux ont commencé à s'ouvrir sur leur propre lutte, leur propre vérité. J'ai compris que ma décision avait non seulement libéré ma voix, mais avait également eu un effet domino, encourageant d'autres à faire de même. Des soirées de discussion se sont organisées, où chacun pouvait partager son histoire sans crainte de jugement. C'était comme si nous avions tous trouvé une nouvelle force dans notre vulnérabilité. J'ai pris du temps pour réfléchir à tout cela. J'ai compris que mon chemin n'allait pas être facile, mais il était le mien. J'avais fait des choix difficiles, et ces choix avaient des conséquences, mais ils m'avaient également appris à être résiliente. J'ai commencé à tenir un journal, à écrire sur mes pensées, mes peurs et mes espoirs. Chaque page était une libération, un acte de courage qui me rapprochait un peu plus de ma vérité. Ma mère, bien que toujours inquiète, a commencé à montrer des signes d'acceptation. Elle m'a même surpris en me demandant de l'aider à écrire une lettre à une amie qui traversait une période difficile. C'était un moment clé, car cela montrait qu'elle voulait comprendre comment je voyais le monde. J'ai réalisé que, même si elle avait encore des réserves, elle faisait des efforts pour s'adapter à ma nouvelle réalité. Au fur et à mesure que l'été avançait, j'ai senti un changement en moi également. J'étais plus forte, plus confiante. La peur du rejet avait commencé à s'estomper, remplacée par une détermination à vivre pleinement, à embrasser qui j'étais. J'ai commencé à participer à des lectures publiques, à partager mes histoires avec des inconnus. La scène littéraire de ma ville est devenue un espace où je pouvais m'exprimer, où je pouvais toucher des cœurs et inspirer des âmes. Puis, un jour, j'ai reçu un message d'un lecteur qui avait été touché par un de mes écrits. Il a partagé comment mes mots l'avaient aidé à surmonter ses propres démons. Cet échange a été un tournant. J'ai compris que ma voix n'était pas seulement pour moi, mais qu'elle pouvait résonner et avoir un impact sur d'autres. Cette prise de conscience a été un cadeau précieux. J'ai réalisé que nous avons tous une histoire à raconter et que ces histoires méritent d'être entendues. Alors que je regardais en arrière, je pouvais voir tout le chemin parcouru depuis cette soirée déterminante. J'avais affronté mes peurs, j'avais pris des décisions difficiles et j'avais ouvert la voie à un dialogue sincère. Je savais que je n'avais pas seulement changé ma vie, mais aussi celle de ma famille et de mes amis. J'avais créé un environnement où chacun pouvait se sentir libre de s'exprimer. Finalement, ce parcours m'a enseigné une leçon essentielle. La force réside dans l'authenticité. Vivre en étant fidèle à soi-même est un acte de courage qui peut inspirer les autres à faire de même. Je savais que mon histoire continuerait à évoluer, mais je me sentais prête à l'affronter. Je voulais laisser un héritage, non seulement pour ma famille, mais aussi pour tous ceux qui luttaient en silence.
Je voulais que ma voix soit un phare, un symbole de courage et de résilience. Alors que je fermais mon journal, une résolution s'est formée dans mon esprit. Je souhaitais créer un espace, un groupe de soutien pour les personnes cherchant à partager leurs histoires, à se libérer de leurs chaînes invisibles. Je voulais que chacun puisse trouver la force de s'exprimer, de trouver sa voix. Et c'est ainsi que j'ai commencé à organiser des ateliers d'écriture, où chacun pouvait venir avec ses mots, ses peurs et ses rêves. Je voulais que mon expérience serve de tremplin pour d'autres, pour bâtir un monde où l'acceptation et l'amour prévalent sur la peur et le jugement. En regardant vers l'avenir, je savais que les défis étaient encore présents, mais j'étais prête à les affronter. Mon parcours n'était pas terminé, mais je marchais désormais avec assurance, sachant que chaque pas, chaque mot, chaque acte de courage pouvait inspirer un changement. Je voulais que ce soit mon héritage, une communauté unie par la vérité, la résilience et l'amour inconditionnel. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment vos propres histoires peuvent-elles créer des ponts et briser les barrières? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits inspirants et continuons ensemble ce voyage vers la compréhension et l'acceptation. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons faire une différence.